Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé que je n'allais pas laisser passer toute l'année et faire comme l'année dernière et vous laisser en décembre avec une vidéo de mes lectures de l'année. Non, j'aimerais bien rattraper ce temps perdu en commençant dès aujourd'hui une série de vidéos dans lesquelles je vais vous raconter, vous expliquer, vous partager les lectures que j'ai faites durant cette année 2025. J'avais pas envie de vous faire des lectures par saison. Au départ, je voulais vous faire mes lectures de l'hiver, du printemps, d'été, et en fait je me suis rendu compte que à part leur chronologie dans ma vie, ça n'avait pas beaucoup de sens finalement. J'ai préféré les rassembler par thématique, par genre, et donc j'ai regroupé les différents livres entre eux. Je tourne aujourd'hui la première vidéo de la catégorie que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, qui sont les littératures de l'imaginaire, donc la SFFF. Si vous êtes familier de la chaîne, vous savez que c'est le genre de livre que j'aime le plus lire, c'est mon genre préféré et c'est toujours le genre que je mets en avant quand je me présente en tant que lectrice. Et pourtant cette année, force est de constater que je n'ai lu que 4 livres de SFFF, dont un que j'avais commencé en 2024, et c'est par celui-là que je vais commencer cette vidéo, cette petite chronique, parce qu'il s'agit du thé pour les fantômes de Chris Wydlicevic. Voilà, et c'est publié aux éditions Folio Fantasy dans la catégorie fantastique. J'ai lu ce livre en version livre audio sur Nextory et ce livre m'a accompagnée pendant un bon bout de temps, au mois de décembre, quasiment toute ma période en Belgique, plus parce que je l'ai démarré, je l'ai commencé je pense au moment où je partais en Belgique, vers mi-décembre, et je l'ai terminé quand je suis rentrée à peu près début janvier. Donc ça m'a mis un petit moment quand même pour le lire, et c'est l'histoire quand même de deux sœurs qui sont Agonie et Félicité. Toutes les deux ont des pouvoirs en fait un petit peu spéciaux. Agonie est une sorcière et Félicité est une passeuse de fantômes, et il va arriver un moment en fait où la maman va décéder. La maman qui est toujours en lien, en connexion avec Félicité, mais Agonie les a laissés, est partie en fait. Elle n'a plus aucun contact avec ni sa mère ni sa sœur, et ça dure depuis près de 30 ans. Donc la maman des deux filles décède, et du coup la grande sœur, enfin non la sœur Félicité, puisqu'elles sont jumelles, Félicité s'attend à trouver son fantôme pour le faire passer de l'autre côté, et elle ne le trouve pas. Elle se trouve un petit peu embêtée parce qu'avant de mourir, sa mère a essayé de lui faire passer un message qu'elle n'a pas bien compris, et en fait elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, où est passée maman, comment est-ce qu'on peut faire pour la retrouver, etc. Et c'est là qu'elle va reprendre contact avec sa sœur et qu'elle va essayer de la convaincre de l'aider en fait à retrouver le fantôme de leur mère disparue, et pour pouvoir la faire passer, pour pouvoir faire en sorte qu'elle trouve la paix dans l'au-delà. J'attendais quand même beaucoup de cette histoire, et aujourd'hui, avec presque 8 mois de recul quand même, j'en garde un très très bon souvenir, mais je me rappelle de l'avoir terminé et de m'être dit oui, c'était sympa, sans plus. Et pourtant aujourd'hui, quand j'y repense, quand j'ai retravaillé un petit peu le synopsis pour vous présenter l'histoire dans cette vidéo, je me suis rappelé en fait plein de mon souvenir. Je me suis rappelé de la quête qu'elles vont se lancer en tant que sœurs, de la relation. Il y a plein de non-dits qui planent entre elles deux. Il y a plein de choses que ni l'une ni l'autre n'ont partagées, de leur vie, de leur relation avec leur maman. C'est vraiment un très très beau souvenir que je garde de cette histoire, et de cette quête un petit peu. C'est un petit peu une quête initiatrice finalement, je me dis, une quête d'initiation là comme ça. Les deux sœurs vont voyager parce que la mère en fait a caché quand même pas mal de trucs. On se rend compte que la mère, elle a eu beaucoup d'identités, elle a eu 1000 vies finalement, et c'était passionnant. C'est vrai, je me rappelle de cette partie-là, c'était tout à fait passionnant. L'histoire était vraiment très 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 bien construite, et c'était un de mes premiers livres audio, je crois, à l'époque. Et j'avais bien aimé la manière dont la narratrice avait de donner vie à ces personnages, à ces deux femmes finalement. Et moi je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Le deuxième livre de fantasy que j'ai lu cette année, c'est La fileuse d'argent de Naomi Novik, et c'est publié aux éditions J'ai lu. Cette fois-ci, on part carrément dans de la fantasy avec un espèce de conte glacial, j'ai envie de vous dire, dans une ambiance d'hiver, de Russie,
vraiment extrêmement froid, extrêmement dur, extrêmement cassant même, où on va rencontrer 3 femmes. Le synopsis parle d'une seule. Je suis un petit peu déçue parce que en fait pour moi ça va vraiment être l'histoire de 3 femmes dont les destins vont s'entremêler et vont se croiser, se décroiser à plusieurs moments dans leur vie. La femme dont il est question dans le synopsis s'appelle Meriem, elle est fille de prêteur, son père est prêteur et il est vraiment très très mauvais prêteur parce qu'il prête de l'argent et en fait personne ne lui rembourse jamais rien, ce qui fait en fait que sa famille à Meriem se retrouve sur la paille et les gens qui profitent de l'argent de son père en fait finalement eux vivent une bien meilleure vie qu'elle, jusqu'au moment où en fait elle dit ça suffit, maintenant je vais prendre ça en main et elle va chez les gens, elle va récupérer ce qui leur est dû avec les intérêts et donc en fait petit à petit elle va améliorer la condition de vie de sa famille et elle va acquérir cette fameuse réputation qu'elle peut changer de l'argent en or, ce qui va attirer la convoitise et l'intérêt d'un roi Starik qui est un roi, une créature qui vit dans un monde parallèle au-delà de la forêt et qui est irrémédiablement attiré par l'or, irrésistiblement attiré par l'or. Et donc en fait il va venir se présenter à sa porte un jour en sachant que les Starik ont très mauvaise réputation, c'est des créatures qui sont craintes par toute la population, elles sont très effrayantes. Il vient lui proposer un espèce de marché, c'est pas vraiment un marché mais on va dire ça comme ça. En parallèle de leur histoire, on va suivre aussi l'histoire de Vanda, qui est une fille de paysan qui va se retrouver connectée et vraiment très très proche de l'histoire de Meriem, parce qu'elle va venir travailler pour leur famille quand leur situation va s'améliorer et elle va être vraiment extrêmement utile à la famille. Et puis encore en parallèle à ça, on a l'histoire de Irina qui est la fille d'un duc. Elle aussi va se retrouver mêlée et confrontée à un autre type de démon. Et voilà. On se retrouve dans une histoire de fantasy absolument incroyable. L'univers, la mythologie. Je trouve que Naomi Novik a fait un travail, je trouve vraiment que ça sort de l'ordinaire. Moi qui lis beaucoup de médiéval fantasy, là on est dans la médiéval fantasy mais du nord quoi. Et moi je l'ai lu quand c'était l'hiver, je peux vous garantir que je rentre des cours, il est 9h du soir, il y a des tempêtes de neige et je m'y crois, j'y étais quoi, je battais le vent, j'étais à fond dans l'histoire et j'ai aussi beaucoup aimé les personnages féminins. Après dans l'histoire il y a un moment à peu près aux 2/3 où j'ai pas vraiment perdu le fil mais où j'étais pas convaincue par les choix posés par Meriem. Mais bon ça si vous n'avez pas lu l'histoire je vais pas vous spoiler maintenant. Si jamais vous l'avez lu on peut en discuter dans les commentaires, on peut en discuter en message privé si jamais. Mais donc il y a un moment donné où je me suis dit tiens ce choix il est quand même bizarre. J'ai pas trop compris et pourtant ça en fait c'est ce qui permet le dénouement final, enfin pas final mais qui permet de continuer l'histoire en fait. Et pour moi le choix n'a juste pas lieu d'être. Mais bon, tant pis, j'ai quand même énormément apprécié mon voyage aux côtés de ces personnages. J'ai aussi adoré, et ça je mets un énorme point, merci Naomi Novik, il n'y a pas de romance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dans cette fantasy. On se retrouve toujours avec des histoires de romance habituellement et c'est tellement convenu, c'est tellement attendu qu'en fait finalement il n'y a plus de surprise et là en fait on a l'impression qu'il va y en avoir une et puis finalement ça n'arrive pas et puis en fait tu te rends compte que c'est pas possible, tu voudrais même leur faire se développer une relation, ça n'aurait absolument pas de sens, c'est diamétralement opposé à leur nature. Et enfin bref. Et donc gros point positif. Énorme fantasy, énorme univers, énorme mythologie, incroyable, pas de romance. Et des femmes. Pour moi, trois caractéristiques qui font que je ne pouvais qu'aimer cette histoire. Le 3e livre est un tome 2 d'une saga, d'une duologie en fait, et cette fois-ci on se retrouve en science-fiction avec Becky Chambers et une prière pour les cimes timides qui donc est le tome 2 de Histoire de moines et de robots. Et j'avais lu l'an dernier le premier tome qui est donc un psaume pour les recyclés sauvages, où on se retrouve en fait dans notre monde qui a évolué, on est dans un monde post-apocalyptique en fait, où en fait les robots ont tellement évolué qu'ils ont fini par acquérir une conscience
et ils se sont rendus compte qu'ils étaient exploités par les êtres humains. Ils n'étaient pas d'accord, ils ont commencé à développer une conscience et des dilemmes moraux et ils ont dit nous vous savez quoi, ça ne nous convient pas, on coupe tout contact. Ils s'en vont, ils coupent tout contact et ils s'exilent au fin fond d'une forêt, en fait d'une forêt très profonde, inaccessible, voilà, donc ils s'en vont. Se déroule plusieurs siècles et puis commence le moment de notre histoire où on se retrouve en fait avec Dex qui est un moine thé. Donc on est dans un monde post-apocalyptique où le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe plus. Et on se retrouve en fait avec ce moine qui parcourt la ville et la campagne avec sa petite roulotte. Son travail en tant que moine thé, c'est d'écouter les gens en fait et de leur servir du thé en fonction de leur humeur, leurs besoins. Il est vraiment très doué pour capter les émotions des gens, leurs besoins du moment, etc. Et il les aide en fait à parler, à se décharger de leurs problèmes. Donc ça c'est son travail. Et ce petit moine est en crise existentielle, il se demande un petit peu si c'est son true calling d'être moine thé et s'il ferait pas autre chose finalement, et donc il en est de ses réflexions. Il dit qu'il va prendre un petit peu de vacances et il s'en va sur les routes, et durant son périple, cette petite pause, il rencontre un robot. Un robot en fait qui s'appelle Omphale et qui vient à la rencontre des humains. Et en fait, il honore une promesse qui avait été faite des siècles auparavant, qui était de venir voir un petit peu comment ça se passait. Donc un jour, on reviendra vers vous et on viendra vous demander comment ça va, en gros, voilà. Et Omphale vient avec l'intention d'honorer cette promesse et surtout une question qui le taraude, qui est de quoi est-ce que l'humanité a besoin aujourd'hui. Commence alors toute une histoire avec une aventure où Dex et Omphale vont collaborer, vont voyager ensemble et vont partir à la rencontre en fait des humains pour en fait que Omphale puisse poser sa question, puisque cette question, il n'y a pas une réponse universelle et ça dépend à qui on la pose, ça dépend comment on la pose et les circonstances dans lesquelles c'est posé finalement. Et donc en fait on va partir un peu dans ce voyage avec eux et la remise en question, la redécouverte finalement entre deux espèces différentes que sont les robots et les êtres humains, puisque les robots n'ont plus vu d'êtres humains depuis très longtemps et donc Becky Chambers explique dans son roman comment est-ce que les robots ne vivent pas non plus pendant des centaines d'années, ils finissent par s'éteindre mais on récupère leurs pièces pour alimenter et réparer d'autres robots, bref. Donc c'est un peu l'histoire du bateau de Thésée, vous savez, on est un peu toujours le même, mais est-ce qu'on est vraiment toujours le même en sachant que toutes nos pièces ont été changées ? C'est la question. Donc c'est le même bateau mais différent finalement. L'histoire se porte sur ces deux personnages et là j'avais été hyper emballée par le tome 1, c'est vrai, j'avais suivi un peu le train de la hype mais j'avoue en fait que le tome 2 m'a moins transportée. J'ai été un peu plus critique peut-être, j'avais un peu plus de recul et en même temps j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose, ce qui fait en fait que j'ai envie de relire le tome 1 et de relire le tome 2 parce que j'ai vraiment l'impression qu'il me manque des éléments, qu'il y a des choses qui sont laissées trop en surface, c'est trop superficiel et de ce que j'ai lu de Becky Chambers ça lui ressemble pas du tout, donc j'ai pas envie de rester sur cette impression un peu bof de cette duologie qui pourtant est très douce, c'est du solar punk et ça change vraiment donc des livres post-apocalyptiques où on est en guerre, toutes les ressources sont rares, on doit se battre pour pouvoir survivre. Là on est dans un monde très très chill et un monde pacifié en fait. Et en fait c'est vrai qu'on n'a pas trop l'explication de comment on a réussi à pacifier ce monde et cette histoire, ou alors elle a été expliquée et j'ai oublié, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien les relire parce que ça me laisse un peu sur ma faim et donc j'ai pas envie de laisser un avis définitif comme celui-ci, donc je pense que je vais le relire. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires en fait si votre impression est la même que la mienne ou si j'ai loupé des trucs et j'ai oublié des choses, parce qu'en un an forcément on oublie des choses. Donc dites-moi tout ça s'il y a des choses qui vous reviennent là maintenant et vous vous dites bah non pas du tout, elle a très bien expliqué ça et en fait t'as juste oublié, donc il faudrait peut-être que tu le relises. Donc pas de souci, on en discute dans les commentaires si jamais ou on a la même impression ou pas du tout d'ailleurs.
Et enfin, le quatrième et dernier livre est toujours techniquement en cours de lecture. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié aux éditions de Zaxus. J'avais oublié le nom de l'éditeur. Cette fois-ci, encore de la fantasy. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'elle est encore en cours de lecture? Je la lis en livre audio. Et en fait, j'étais très contente de le découvrir en livre audio. Et j'avais vu qu'il y avait 16 heures de lecture. 16 heures, en sachant que le livre est vraiment hyper épais. Donc je sais pas si vous avez déjà vu en magasin, ce livre, il est genre épais comme ça. Il fait genre 3000 pages. Enfin, j'exagère peut-être, non, peut-être 1500. Mais il est hyper épais. Et donc je m'étais dit, oui, 16 heures de lecture, ça m'étonne pas que ce soit long, en fait. Et en fait, j'arrive à la fin du tome et c'était une fin abrupte et il n'y avait pas de fin. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et en fait, non. Le livre est divisé en 2 parties. Donc en fait, ce livre en tout fait 32 heures de lecture. Je suis en train de lire la deuxième partie, donc du coup, du premier tome, parce qu'elle a sorti un préquel et un tome de hors-série, en plus, dans le même univers. Et j'adore. Donc l'histoire, d'abord, on est dans un monde qui est divisé entre l'Est et l'Ouest. Le royaume de l'Ouest est divisé lui-même. C'est pas vraiment un royaume justement, donc la partie ouest est divisée en plusieurs royaumes, dont un Reynome dirigé par une reine qui s'appelle actuellement Sebran IX et qui est un peu pressée par ses conseillers pour trouver un mari et engendrer en fait une héritière pour le trône, parce que là du coup ça se passe de mère en fille suivant la légende qui veut en fait que tant qu'une reine sera sur le trône de la lignée Beretnet sera sur le trône, le sans-nom, qui est donc la créature qui a causé l'apocalypse il y a 1000 ans, en fait ne se réveillera pas. Donc on est bien superstitieux, on y croit à fond, et c'est comme ça que la famille royale donc perdure depuis 1000 ans en fait. Et donc on a toujours une reine de la lignée Beretnet sur le trône. Et là donc cette reine, elle a pas trop envie de se marier, elle est pas très chaude pour ça, mais elle est pressée derrière par ses conseillers qui lui disent il est temps, vous avez l'âge et il nous faut absolument, il faut assurer la succession du trône en fait. Donc voilà. Et aux côtés de la reine, on va retrouver le personnage de Eed Dorian, qui elle est une étrangère à la cour qui a été intronisée, j'ai envie de dire, qui vient d'un royaume assez lointain et qui a une identité secrète et qui est là pour protéger la lignée Beretnet justement. Donc là c'est la partie ouest, et la partie est c'est une partie qui est complètement différente, qui ne prête pas allégeance au même dieu, à la même mythologie, à la même religion. On se retrouve en fait dans une partie du monde complètement différente, avec des mœurs différentes et des gens différents, et dans cette partie du monde on suit principalement Tané qui est une jeune femme qui a travaillé toute sa vie pour être dragonnière. Elle espère être dragonnière et chevaucher un jour les dragons et faire partie de la garde de haute mer, qui est un corps de garde en fait dans l'armée. Et donc on va suivre en fait ce personnage évoluer dans la partie est, et l'histoire va commencer de son côté quand elle va devoir faire un choix qui va potentiellement bouleverser toute sa vie et tous les choix qu'elle a fait auparavant. L'univers est complexe, les personnages sont hauts en couleur, on suit principalement des femmes à nouveau. Grand dada chez moi, vous savez bien. Vraiment, l'écriture est vraiment très chouette. L'univers est fouillé. Les critiques vis-à-vis des différents régimes politiques sont aussi très intéressantes. Franchement, j'ai adoré, j'adore toujours. Il y a juste un énorme bémol que j'ai, parce que du coup je l'écoute en version audio, c'est pas vrai, j'ai 2 bémols. J'ai un premier bémol qui est que le montage, je trouve, de l'audio est pas très bon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de moments où la voix de la narratrice est coupée avant la fin du mot. Typiquement, on va parler du mot guerre, et en fait, on va pas attendre le r. Voilà, ça va être coupé à guet, par exemple. Et c'est la fin de la phrase, hein, mais c'est coupé. Et je trouve que c'est hyper agaçant, parce que quand on écoute en plus avec des écouteurs, au départ on se dit mais c'est moi qui ai mal entendu en fait, mais c'est répété à plusieurs reprises et pas à 1 ou 2 fois. Genre, je veux dire, ça a été répété de manière très nombreuses fois. Donc franchement ça m'a un petit peu énervé dans ma lecture, parce qu'il manque des mots quoi, enfin il manque des morceaux de mots. Ça me serait pas arrivé si j'avais lu le livre papier quoi. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est, j'ai l'impression que dans la traduction il y a eu des choses qui se sont glissées
comme des manières en fait de parler, il y a des erreurs de français. Voilà, je me rappelle typiquement d'une erreur qui m'avait marquée. J'étais dans le métro, j'écoutais et j'ai entendu elle vernit ça, du mot vernir, d'accord. J'étais là mais c'est pas du tout un verbe du premier groupe ça, on n'y est pas du tout en fait. Et c'est arrivé plusieurs fois et donc je me dis tiens la traduction. Je sais que c'est un livre qui a 1500 pages, comme je l'ai dit, c'est un livre extrêmement dense. À mon avis, traiter de la fantasy, c'est encore plus difficile. Mais honnêtement, là, je me suis dit, quand même, ça aurait mérité quand même quelques relectures. Voilà. Mais hormis ça, je passe un moment excellent. Je suis déjà triste à l'idée de les quitter, mais je vois qu'on approche du dénouement et j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande beaucoup. Si vous avez peur des briques, mais que vous avez l'habitude de lire de la fantasy et que vous vous êtes dit comme moi que oh là là non, je ne lirai jamais Le Prieuré de l'Oranger parce que justement c'est une bricasse beaucoup trop épaisse, moi je vous recommande quand même de vous lancer. Du coup moi je l'ai commencé en livre audio et malgré les 2 bémols que je vous ai mentionnés juste avant, je passe un très bon moment. Donc en fait je pense que à l'audio c'est vraiment top. Moi je le lis sur Nextory, je sais pas s'il est disponible ailleurs mais franchement c'est super et je comprends l'engouement autour de ce livre vraiment et je vous le recommande chaudement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo. Vous voyez que j'avais bien fait de la découper par thématique parce que nous en sommes déjà là en rush à 24 minutes. Donc j'ai un peu peur de voir la vidéo où je vais vous parler des contemporains parce que je crois que j'en ai lu 15. Donc ça va être un peu long. Je crois que je vais la faire peut-être en 2 parties. Il y a donc peut-être 6 vidéos qui vont arriver. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus, si vous avez fait des belles découvertes en fantasy jusqu'à présent, en tout cas dans l'année 2025. Je me réjouis de vous retrouver là-bas. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!